J'invite tous les militaires français, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La guerre a été déclarée, quel âge tu avais? Eh bien, S'il avait 17 ans, en 39, je suis de dossier. C'est un compte. 14. Oui. Toi, tu me dis que tu avais 9 ans quand ça commençait en 39. En 39, nous étions au quartier des Valises en bas. Et ce qui m'a touché, c'est qu'on nous a pris le cheval. Il réquisitionné ceux qui avaient des voitures, il y en avait très peu. C'était une partie de travail de mon... J'avais une dizaine d'années, puisque c'était le bombardement était en 40. La mairie de Toulon qui a dit il faut lever les gosses de là. Et il ne fallait qu'ils restent dans Toulon que les gens, comme mon père qui était dans la gendarmerie, j'arrive aux arts. Il n'y avait plus ma grand-mère. Hein. Moi j'avais 6 ans en 39 et en 43 j'avais 10 ans. Voilà, et comment se fait-il que tu sois au courant de tout ça? Eh bien je suis au courant parce que d'abord en 43, donc mes parents sont rentrés en résistance en 42 et en 43 il y avait énormément de va-et-vient chez nous. Et tout en étant gamin, on comprend très bien que c'était insolite, c'est pas habituel. Alors pour éviter que j'en sache trop, ils m'avaient expédié ici, chez mes grands-parents, au Bouillidou. Comptez 39. 39, c'est la guerre. Or, 39, j'avais 36, 37, 38, j'avais 3 ans. Hein. Donc la guerre en 39, mais en 40, il est rentré dans la résistance. Dès que la résistance, on est venu le chercher au point de chaussée, il est rentré en résistance. C'est-à-dire que mon père, je ne l'ai pas beaucoup vu. Bien entendu, au débarquement, lors du débarquement, j'étais à Trans. Ok. J'étais pas, c'est pas quand j'étais petit, c'est après qu'elle m'a raconté tout ça, et c'est pour ça que... Quel âge tu avais à cette époque-là? 17 ans. 17 ans, puis je suis de 27. L'autre chose, j'étais dans l'infection de Jean Charrier, 30 ans à peu près. Bon, mais pour moi, ça s'est consacré à porter des messages. Dans la guerre, quel âge tu avais? J'avais une quinzaine d'années. Hein. Quinzaine d'années. Ouais. Donc tu as des bons souvenirs. Ah ben, bon, ils étaient bons, mais... Ouais. Pendant la guerre, j'avais 22 ans. Moi, je travaillais chez Roberto, à Dragnac, et on travaillait beaucoup pour les Allemands. Je suis né en 29. Donc en 44, j'avais quel âge? J'avais 15 ans. Ah non, j'étais plus jeune, j'avais 14 ans. On était tous enfermés dans la... Parce qu'on voyait bien qu'il y avait des casques allemands là, qui étaient dans le ruisseau de Passerelle. Et papa nous avait dit ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas. Pendant la guerre, j'avais 17 ans. De la résistance, tout le temps, à partir de 43, à 17 ans, je rentrais à 17 ans, comme ça. Et les armes par j'étais chargé des armes, on a chargé un camion d'armes, voilà. J'ai fait le plateau de Malaye. À la Libération, en 44, donc, j'avais 9 ans. Avant, je me rappelle un peu, mais tu sais, à 9 ans, les gens, je me rappelle. Moi, à la Libération,
ça me faisait 37, ça me faisait 7 ans. Donc 7 ans, j'ai quand même des petits souvenirs, des trucs qui me restent. La guerre, toi, quel âge tu avais? J'avais 8-10 ans. Mais les Italiens, est-ce que tu les as vus? On les voyait tous les jours passer. Mais eux, ils passaient continuellement. Alors que les Allemands, ils passaient par patrouille. Tu vois? Et tous les soirs, à 10h, au couvre-feu. Je suis née en 17 décembre 1950, donc je n'ai pas connu la guerre. C'est ma grand-mère qui m'a raconté que la Gestapo a tapé à la porte d'entrée et mon père a eu le temps de s'échapper par une fenêtre. Quel âge tu avais à l'époque? Alors à cette époque j'avais 11 ans, je suis né en 33. Des souvenirs qui ont marqué, hein, parce que dans ce ruisseau, qui on voit encore un Américain, un parachutiste, qui était en train de fouiller tous les cadavres, parce qu'il y avait tous les cadavres allongés dans le ruisseau, ils ont morflé. Ton père, il était parti à la guerre. Il est parti à la guerre. Il a été fait prisonnier. Voilà. À quel endroit il était? Alors, il a été de suite mené en Allemagne. Ils sont passés par Strasbourg. Oui, mais là, lui, quand il est parti, pense c'est en 1939, j'avais que 4 ans. Donc, c'est vague dans mon esprit, hein, je ne me rappelle pas. Mais enfin, après, il me l'a raconté plus d'une fois, qu'ils sont arrivés à Strasbourg. Il y avait toutes les poubelles, il n'est plus rien resté. Ils ont tout mangé. Les pissenlits, tout ça, hein, autour des poubelles. Quand ça poussait un peu, là, ils mangeaient ça. Et mon père, dans son malheur, il a eu la chance, on l'a mis dans un abattoir, à Nuremberg. Tous les matins, ils avaient droit à la douche avec les lances, là. Et ils étaient dans une cour. Il les lavait tous comme ça. Moi, je suis parti sous la mitraille de l'Aisne, de Picardie, avec les cadavres longs. On avait la chance d'avoir une voiture. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans une voiture quand on est 5 dedans? Et tout le long, moi, ça je me souviens, tout le long de notre exode, c'est comme ça, je veux dire, les gens avec des brouettes, avec des machines, qui foutaient le camp devant les boches. Et ben, nous, on était dans la colonne. Hein. Et les choses, il y en avait sur le côté des gens morts, des gens qui étaient épuisés parce qu'ils traînaient une charrette avec 2 gosses dedans. Mais j'ai vu des choses, mais c'est rien ça. C'est ce que j'ai vu moi quand j'avais 8 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand la guerre nous a chassés de là-haut, on est venu ici. Voilà, c'est toute la part. Enfin, ce qui s'est passé en 1943, je te dis, tous les pères de famille qui avaient 2 enfants, une loi de Pétain, si on n'y veut pas du bien à Pétain, c'est grâce à lui que nos pères sont revenus, parce qu'il est arrivé donc en 1943, je te disais, il est mort en 1954. Donc je l'ai connu qu'à 11 ans, mais c'est des gens qui ont énormément souffert. Mon père est allé travailler dans les mines du Tournai. Alors il avait la veste marquée KG là, dans le dos. Et il allait tous les jours travailler là-bas, dans les mines. Il est resté jusqu'à évidemment, qui est le débarquement. Sur le débarquement. Mais on voyait des camions. Qu'est-ce que c'est qui arrive? C'était les Italiens qui arrivaient. Et après on est descendu et quand on a été à la route, qu'on a pris la route pour venir ici, oh là là là, on n'était pas fiers. Ils se sont installés. Mais alors ils étaient un petit peu rigolos quoi, parce qu'ils étaient groupés à vélo avec la grosse plume là. Alors ma foi, ils prêtaient un peu à sourire. Alors ils se sont installés où les Italiens? Mais je crois qu'ils étaient un mot, mais il y en avait au marché aussi, qu'après les Allemands ont pris leur place. Ouais. Parce qu'avant, tu le sais, ça y avait. Il y avait les hangars, tout ça. Ouais. Ils se sont installés là. Ils s'étaient installés. Les Italiens, ils étaient en haut derrière le lycée agricole.
Les Italiens. Il y en avait Oui, là. ou ses parents, ils avaient leur lycée. Oui, mais le qu'il y en avait, ils étaient là avec le Carovan là-bas. Parce que moi, je me rappelle, j'étais minot, je me rappelle, ils descendaient, ils avaient la plume en vélo. Ouais. Ils descendaient là-haut dans le village. Après, il y a eu la discussion. Mais faire des Italiens, c'était pas bien compliqué. Mon grand-père. Oui, parce qu'il y avait des Italiens qui étaient venus faire les coupes de bois et tout. Ils faisaient la il y en avait patrouille, des Italiens, pagaille. Alors ils faisaient la patrouille le soir. Et quand ils passaient, mon grand-père, il les appelait pour boire un coup. Il rentrait en bas. Il mettait les fusils entre eux. Ça se passait. Alors ils parlaient de leur famille, des enfants. Mon grand-père, il disait. Un giorno che arriveranno dei barcameni, va dire che sono des collaboratori. Ça se passait quand même des Allemands, c'est pas pareil. Et encore qu'ils avaient fait en sorte pour mettre moins de frontaliers ici. Ils étaient plutôt. Ils préféraient mettre des Italiens dans la Basse-Italie. Ça avait très bien des années. Oui. Enfin, avec les Italiens, ça s'est très bien passé. Les Allemands, ils sont arrivés de suite. Tout de suite. Les Allemands, tout à l'heure, ils étaient où, les Italiens? Ils étaient sur la place du marché, tu vois, et là, en haut, ils avaient le ravitaillement. Ils avaient l'intendance, ils faisaient le pain, ils faisaient ces fameux pains ronds qu'on appelait la pagnotte. On en goûtait, il était bon. Mais eux, toi, ils passaient, ils te disaient bonjour. Et il y a beaucoup de gens qui allaient où on les voit, parce que plus ou moins, ils avaient tous de la famille, hein, et puis plus ou moins, tout le monde les comprenait. Et qui c'est qui ne savait pas parler italien? Alors c'est là que, sous l'occupation des Italiens, on a embauché du monde pour travailler à la campagne, tu vois. Alors là, où tu fermais ta gueule, c'est que sa femme et ses filles, qui venaient nous aider à vendanger, à débrochonner, noi in Italia siamo tanto bene. C'est-à-dire, ils étaient tant bien en Italie. Et puis ils te disaient, ils revendiquaient Nisa et la Savoia, à nous. D'ici la Savoie, à nous. C'est Daniel. Tu l'as fermé, hein? Tu rampais. Alors je te dis, il est passé une période très difficile, hein? Très difficile. Ils se sont fâchés, après les Italiens ou les Allemands, ils se sont fâchés. Et les Allemands, ils ont fait les Italiens prisonniers. Mais alors, les prisonniers, les Italiens, comme ils n'étaient pas loin de chez eux, je me rappelle encore ça, c'était à la période des vendanges, en septembre. Et on vendangeait là-bas à Scroy, et alors ces Italiens, ils passaient dans les ruisseaux, comme ça, à pied, pour entrer en Italie. Et alors, ils étaient dans les ruisseaux, là-bas, on était à Scroy, je me rappelle, il y a une grande valla. Ils étaient là, ils prenaient les bords de rivière, et ils circulaient surtout la nuit, mais un peu dans la journée. Mais il y a beaucoup de gens qui les aidaient, les Italiens, parce que c'était pas des mauvais bougres. Il y a beaucoup de gens qui les aidaient. Et il y en a qui sont rentrés comme ça, par bord de rivière, par bord de... Ils sont rentrés à la maison. Ils sont rentrés. À travers les vignes, il y en a un qui courait à travers les vignes pour aller prendre le train à la gare. C'est les Italiens qui... Les Italiens. Il s'est échappé. Oui, il s'est échappé, les Allemands, bam, par terre. Et après, il y en a un qui a monté le coulet de viol pour entrer dans la colline, et un Allemand l'a tué en montant le... Et là... Quand l'Italie a capitulé, Ils les ont fait prisonniers. ils les ont fait prisonniers. Ah, Alors les Italiens, ils faisaient comme ça. Tac, ils t'envoyaient sa montre pour pas que l'Allemagne y vienne. Ah, oui. Bambino. Tac, ils t'envoyaient la montre. Qui essayait de rejoindre l'Italie, qui passait d'une maison à l'autre pour récupérer des vêtements civils. Et de la nourriture. Et de la nourriture. Donc ils étaient un peu les bienvenus. C'était pas des militaires, soldats, des tueurs, c'était pas des tueurs. Voilà. Non, c'était les des gens Italiens. comme nous. Ouais, Voilà. non. C'était pas comme les Allemands, qu'eux, ils étaient... Mais là, chez Carlevin, les fermes, elles étaient occupées. Tu vois? Nous, la remise en bas où il y avait le cheval, c'était réquisitionné par les Allemands. Ah bon? 2 jours par semaine, ils venaient coucher. Ah, ils dormaient chez vous, là? Ils dormaient chez vous, dans la paille. Tu vois? Mais alors, quand les Allemands sont arrivés, là, ça a été autre chose. Là, c'était dur. Hein. Il y avait le couvre-feu déjà. À partir de 9h, mais même aux maisons, tu n'avais plus le droit d'avoir la lumière chez toi. Je me rappelle qu'au volet, on mettait de gros papiers bleus. Après, le soir au couvre-feu, tu vois, mon père regardait la voie. Et à 5h, il était libéré. Il rentrait, il déjeunait, puis il allait travailler.
Mais de la gare pour monter chez lui, 2 ou 3 fois en cours de route, il était arrêté. Il avait une carte spéciale, backshoot. Ça, c'est le travail obligatoire. Travail obligatoire, backshoot, tu vois. Alors il le laissait passer. Et ta grand-mère, quand elle venait coucher Mémé, elle habitait là-dessus, la rue Carnot. Alors des fois, l'été à 10h, elle n'était pas encore couchée. Et les Allemands l'arrêtaient. Les Allemands l'accompagnaient pour voir si c'était vrai qu'elle venait coucher Mémé là, chez elle. Alors ils rentraient dans la maison pour voir si c'était vrai. Hein. Bien sûr, à telle heure, tu ne pouvais plus sortir. Hein. Et puis, si tu sortais, tu te faisais... Attraper. Attention, hein. Oh, il y avait des moments difficiles à vivre, hein. On allait quand même à l'école. Alors à l'école, on avait l'instituteur qui nous menait là, au plateau du Marquis pour ses toiles. Tu vois, alors que les minots, tu sais, ils faisaient des toiles en tonneau plus ou moins. Alors à quel titre les instituteurs nous menaient là? C'est les toiles de monsieur... Les tableaux, les toiles de monsieur de Châteauneuf. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé encore aussi là? On l'appelait, il se faisait appeler Marquis. Il était ou il n'était pas, je ne sais rien. Mais moi, le plus qui m'a marqué, c'est l'histoire du Marquis. Alors le Marquis s'appelait comment là-bas? Roger de Châteauneuf. Alors, il habitait, c'est pas un Narquois? Ah non, non, c'était un Belge. Et sa copine, je te dis, c'est une femme qui a 25 ans de moins que lui, elle vivait avec lui, mais ils étaient venus ici aux Arcs. Alors pourquoi faire aux Arcs? À quel titre ils étaient là? On se demande qu'est-ce qu'ils venaient faire là. Et toi tu penses que ce gars-là, il était venu faire un peu d'espionnage? Mais c'est un type qui a fait sûrement de l'espionnage. De temps en temps il parlait un peu, mais il était discret, il racontait pas ça. Il racontait qu'il était colonel parlementaire. Tu vois, la guerre de 14, tu vois, déjà, il était déjà âgé. C'est des gens qui étaient venus chercher des renseignements pour la... Toutes les nuits, il tapait la machine, toutes les nuits. Donc, il y avait juste le mur qui séparait. Alors, c'est là que, il devait en connaître un rayon. Et quand on passait dans les Arcs, on descendait le lavoir, et on montait, on passait sur la place, et M. Vignard nous faisait chanter « Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France, nous jurons, nous tes cas, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as donné l'espérance, la tu vois, et qu'est-ce qui vous faisait chanter ça? L'instituteur, et il fallait chanter fort, hein. Alors on bramait comme des minots, nous on était des minots. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors... On avait les cartes alimentaires. Alors moi là j'étais, qu'est-ce que j'étais? Ticket de pain. Ticket de pain, ticket de viande. Et là c'est pareil, on en avait peu de la viande. Après à ce moment-là ils se sont installés. Moi alors, je restais à haut, il y avait les Allemands dans la cour de l'école des filles là-devant. C'était plein d'Allemands là-devant. Moi je les voyais de la fenêtre. Et sur les Allemands, alors ils se planquaient là-haut chez Veil, chez Castinel, aux clarettes là. Sous les arbres, ils avaient des camions, ils avaient tout. C'est les Allemands qui étaient à l'oratoire, dans le bois. Il y en avait à l'oratoire et il y en avait au marché. Au marché, ils avaient creusé des trous. C'était un groupe de transport, ils avaient inséré les camions dans les trous. De manière, qu'en cas de bombardement, le moteur ne soit pas touché. Le moteur était à l'abri. Enfin, si on peut dire. Il y en avait chez Rossignol. Il y en avait partout. Et après, il y avait le train blindé à Sainte-Roseline là-bas. Quand ça a été fini, je disais à 40 que ça a été signé, mon père est retourné et à ce moment-là, ils ont mis le travail obligatoire. Un jour, ils s'amènent 2 Allemands, 2 officiers. Et alors, 2 officiers, ils disent comme ça, alors, je ne sais pas si c'était un sous-nom, mais en fait, ils avaient, avec les comportements qu'ils ont eus, ils disaient comme ça à mon père, toi, tu vas jamais travailler, tu n'es jamais venu travailler au laboratoire. Toi, terroriste. Et il sort le pistolet, il le met à la tempe. J'ai jamais eu aussi peur que ma vie. Alors mon père, lui, il s'est pas dégonflé, il dit, mais moi, je ne peux pas aller travailler, moi. Comment je fais pour travailler? On regarde un peu les chaussures, il y avait les chaussures qui parlaient comme ça, tu sais. Et j'ai 2 fois petits, je peux pas y aller, puis je peux pas. Il fallait qu'on aille travailler toutes les semaines pour les Allemands.
Et voilà, il nous faisait travailler de force. Il garçait un coup de pied au cul, il travaille, allez, c'est-à-dire que là, il y a eu le jour où on s'est attrapé, et alors Papir et Commandato, on s'est rentré le soir avec Picard. Ah ouais. Et lui aussi, il avait eu quelque chose. Le beau-fils de Campener, Picard. Gilbert. Et nous avons monté des bicyclettes, les planturiens. Et on est parti du plan de la tour, et on est descendu aux arbres, il n'en est plus allé. Et après, ils ne sont pas venus vous rechercher, lui? Rechercher? Ouais, mais moi j'étais à la cognasse à ce moment-là, je me cachais. À la Bastide. Ah, tu as pris le baki, tu t'es planqué. Et c'est de là qu'après, elle est partie, alors on s'est planqué. Au point qu'on est venu, ça a été pareil. Mon père a été mobilisé. Ben, il est parti, et comme il était chasseur alpin, il est parti, donc vous dites la Roya, par là-bas. Il a été blessé sur le front de l'Aisne. Ben là, il a reçu une grenade dans l'œil. Il a été blessé, il a perdu un œil, et ben, il a été rapatrié. Il a été réformé. Et donc, ben, donc la guerre en 1939, ben, en 1940, il est rentré dans la résistance. Mon père, Georges Chisson, est né aux Arcs. Il a été pupille de la Nation à partir de l'âge de 8 ans, comme moi. Il a passé le concours d'adjoint technique au pont de chaussée. Et donc après, il a travaillé au pont de chaussée. C'est M. Ruel qui est venu au pont de chaussée pour lui dire, voilà, on va créer un réseau. Est-ce que vous êtes d'accord pour... J'ai d'ailleurs tout le compte rendu de cet entretien qui m'a été donné par Germain. Est-ce que vous êtes d'accord pour entrer en résistance et donc, mais il vous faut un temps de réflexion. Il ne faut pas que vous oubliez que vous avez une femme, que vous avez 2 enfants et que c'est très risqué. Je suis catholique et je fais de la résistance. Il y a totalement au fond de moi, automatiquement, de l'abandon. Hein. Et je veux dire, il s'est consacré à la patrie et puis la famille, ben, c'est ma mère qui a tout porté. Hein. Voilà. Quand tu t'es mariée, tu as découvert que ton mari... Et là j'ai découvert tout ce qu'on a découvert, puis il m'a raconté beaucoup de choses. Son passé militaire. Son passé militaire, sa résistance, tout ça, là. Il travaillait avec un réseau dans l'ombre comme ça, oui. Et ça, personne ne le savait. Et il t'a peu raconté ce qu'ils ont fait? Non, pas tellement. Non, il n'en parlait pas. Mais il t'a cité des noms avec qui il travaillait. Oui. Mais il était avec les Arquois. Il y avait les frères Charrier, les frères Moret. Jeannot Charrier, son frère. Georges Moret, André, son frère. Je reviens pas d'ailleurs. Ton père était responsable des Arcs. Alors. Il avait dans son équipe qu'il avait. Lui, en tant que responsable. Eh bien, il avait alors. Oh là, il faut que j'aille chercher la valise. Voilà, là, il y a le nom de tous ceux qui étaient dans la résistance. Voilà. Ça, c'était le groupe à ton père, non? Oui, c'était ses participants. Voilà. Tu as beaucoup de noms d'Arquois. Quand j'ai cherché le numéro, on a à peu près les mêmes numéros. Voilà, toi tu faisais partie du groupe. De Jeannot Charrier et c'est son frère André Charrier et qui était au-dessus, qui s'occupait de tout. Et le commandant, c'était le commandant Blanc, voilà, qui était commandant, et avec les Anglais avaient appris qu'il y avait aux Arcs en 1943 un train blindé, un train de l'Afrique Accord et un train de munitions. Et ils voulaient les détruire. Seulement, la gare était occupée par l'armée italienne. Alors Julien Brun, qui avait fait, lui, avant d'entrer à SNCF, 2 ans d'études du bâtiment, s'est mis dans la tête de dresser le plan. Le plan, c'était les Italiens qui l'avaient. Lui avait dressé le plan. Il s'était entraîné à faire des pas de 1 mètre. Et il a mesuré toute la gare, toutes les voies, tous les bâtiments. Et ce plan a été envoyé en Angleterre. Ah ouais. Une date a été décidée.
pour venir bombarder la gare. Alors là, ça posait problème parce qu'il fallait qu'au dernier moment, les résistants auraient fait évacuer les gens de leur maison. Mais dans l'après-midi, les Allemands qui ont été renseignés, on ne sait comment, ont tout évacué. Le train blindé est monté sur la voie de Draguignan, le train de l'Africa Corps, ils l'ont envoyé du côté des Alpes-Maritimes, le train de munitions aussi, ce qui fait qu'ils ont rapidement communiqué avec l'Angleterre, et les avions étaient prêts. Ce qui fait que le bombardement n'a pas eu lieu. Ah ouais. Mais Julien Morin, pour ça, il a été très efficace. Voilà, c'est un genre d'activité qui était demandé à la résistance. Bon. Ta tante Desbraches, qui était active, énormément active dans la... Très active, puisque ses deux frères, que ce soit Jeannot et André, étaient tous les deux dans la résistance. Donc, elle suivait le mouvement, parce qu'en plus de ça, c'était... Allez, et c'est très respectueux lorsque je vais dire ça, c'était un garçon manqué. Elle chassait, elle faisait tout, et puis comme mon oncle était prisonnier, ben c'est elle qui s'occupait du commerce. Et à la faveur de ce commerce, elle servait de relais, et elle montait chez Charles Ozenda à Salerne. Elle portait les messages avec sa bicyclette jusqu'à Salerne à vélo, pour monter les messages du maquis d'ici, enfin des résistants d'ici, pour les monter au maquis d'Ops. Alors, l'organisation des réseaux était simple, d'une part, et elle était faite pour limiter les arrestations en cas d'arrestation des membres, pour éviter que ça se passe en cascade. C'était le capitaine Frenet, qui est un militaire de carrière, qui avait créé le mouvement combat. Alors, il convenait de trouver un responsable local, qui était donc le chef local. Il lui a été attribué de créer une trentaine d'abord, 30 combattants, 30 participants. Il devait, lui, recueillir l'adhésion de 5 chefs de Cisaine. On arrive à 30. Les chefs de Cisaine ne se connaissaient pas entre eux, mais chacun individuellement connaissait le chef de trentaine. Le chef de trentaine connaissait 6 bonhommes seulement. Chacun des chefs de Cisaine devait recueillir l'adhésion de 5 participants qui ne se connaissaient pas entre eux, mais chacun individuellement connaissait son chef de Cisaine, ça s'arrêtait là. Ah, quand même. Ah, ça, je sais pas. Et vous ne vous connaissiez pas alors? Non, on était pas Cisaine, on ne se connaissait que tous les 6. On ne connaissait pas les autres. Mais vous avez les mêmes missions? Comment ça les missions, tu en avais, tu ne savais pas. On t'y allait, on te donnait des papiers combat, ou n'importe là, tu vois, tu distribuais. Alors là, il y a chef local, voilà, Charlie André. Chef de trentaine, Charrier-Jean, Blanc-Marcel, Blanc-Pierre, Martinouchi Louis, Blanc-Marcel, adjoint au commandant Blanc, Dessaigne Louis et Breuil Julien. Commandant Blanc était chef de secteur. Voilà, Todibert Pierre, Combel Maurice, Berton Louis, Marius, Morin César. Il y avait la Cisaine Morin André, Barral Pierre, Audibert, Bertin, Fabre Roger, Alberto Adrien, Truc Ernest et Guati Armand. Voilà. Je te dis, Papillon, Marmonnier, Garon, Poro, Bremondi et moi. Ça faisait 6. Il n'y avait pas Jeannot Boyer? Jeannot Boyer, le maï notre Cisaine, le grand notre cao, Tchoncho. Voilà, ouais, je te dis. Alors, combien il y en avait alors de groupes? 7 ou 8 peut-être. Ah, quand même. Ah, ça, je sais pas. Oui, mon père habitait quartier Saint-Roch, en face la Fontaine et le lavoir. Il faisait de la résistance. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai retrouvé ces papiers avec un nom d'emprunt. Il avait une carte d'identité, mais sous un nom différent. Troin René, et une date de naissance différente. Né le 14 mai 1911. Et une adresse différente, bien sûr, aux Arcs. Mais sa photo, c'est bien celle de mon père. Quoi, et son vrai nom, c'était quoi? Et son vrai nom, c'était Textoris Ernest. Et j'ai aussi sa carte d'adhérent avec son nom. Fred Gugiano.
Ah oui, mais c'était les FTP, c'était pas le même groupe. Mais c'est le même groupe que les Noirs. Alors, combien il y avait de groupes alors de maquis C'est-à-dire, on ne se connaissait pas, c'est qu'après la scène s'est retrouvée. Mais eux, je ne sais pas, parce que eux, c'était côté communiste, tu vois. Ah, voilà. Nous, c'était. Là, c'était de Gaulle que eux, c'était les FTP, c'était une chose, c'est pas pareil, moi, le coup. Et eux, ils étaient armés, on n'a jamais su. Et FTP, c'était franc-tireur, partisan. Il y avait Cristiano, il y avait. Après, il y avait. Pelé, je te dis le père de Pelé, de Croix là-bas. Il est gris, là, le petit. Ouais. Et Jouve, tout ça, c'était. Jouve, il était avec moi. Jeannot Jouve, il y avait Gaston. Gaston. Après, il y avait Combi. Mais eux, c'était. Oui, mais c'était une autre sixième. Si vous reconnaissez, moi, c'était pas. Il y avait Tintin, le D'ailleurs, un descendant d'aider, je suis Testoris. Quel rôle il a joué, Testoris? Raoul, il a été à la base de la formation de la résistance aux armes. Mais Lovra, qui est la police politique italienne, l'avait arrêté. Il était déporté. Voilà, donc il n'a pas pu. Il est sur la liste. Il n'a pas pu participer à l'action de résistance. Il a été libéré à la libération. L'autre chose, j'étais dans la section de Jean Charrier, 30 hommes à peu près. Bon, mais pour moi, ça s'est consacré à porter des messages, écrits ou verbaux, mais surtout. Par exemple, je te citerai Gaston Comien qui était à la gare, sous la gare comme sous-chef, Gaston Comien, je ne sais pas ce qu'il était. Quelquefois, il allait à la Chabotte, voir un chef de train, dire les choux sont arrivés. Il savait ce que ça voulait dire. Comment le Et j'entendais toujours mon père dire qu'à cette époque, il avait un couteau qui coupait vraiment bien. Et que ce couteau lui servait surtout quand il assemblait les wagons, il se mettait entre les wagons, ils accrochaient les wagons, ils tendaient contre les tampons pour que les wagons sortent, et après ils raccordaient les tuyaux d'air pour de frein et tout ça, et ces tuyaux ils étaient en caoutchouc. Et avec le couteau, ils donnaient un tour de couteau autour du caoutchouc pour que, quelques temps après, là, en freinant, le tuyau explose et ça retardait les trains. Ma foi, lui, il faisait ça, ma foi, d'autres en faisaient ça. Ça, c'était le sabotage. Ça faisait partie du genre de. Il faisait du petit sabotage, il participait à faire un petit sabotage et tout, dans leurs moyens, les moyens qu'ils avaient. Et c'est comme ça. Donc, il n'aurait été pas recommandé de créer des situations de conflit qui se seraient mal passées, d'ailleurs pour les résistants eux-mêmes qui n'avaient pas d'équipement, et aussi pour la population civile, uniquement de renseignement. Alors, les choses se sont déroulées comme ça, sans trop de heures, sans trop d'ennuis, jusqu'au moment, et ça alors c'était en 1944, jusqu'au moment où deux jeunes d'un maquis de Moselle viennent aux arts, totalement désemparés, et sans aucune ressource. Et ils font la connaissance des jeunes des arts, donc mon oncle, Paul Gaëtan, ils sont des jeunes établissent facilement un contact. Il n'y avait pas le commandant Blanc. Le commandant Blanc était chef de secteur, il englobait plusieurs villages. Et alors, il leur explique la situation. Et c'était mon oncle qui vient en parler à mon père. Mon père était méfiant parce qu'il ne les connaissait pas, il fallait quand même se méfier. Alors, il finit par les connaître, on leur procure des faux papiers. C'était la belle-sœur de Pierre Train qui travaillait à la préfecture qui fournissait les faux documents. Alors, des faux documents, il leur procure un travail dans la forêt, à travailler dans le bois. Bon, jusque-là, tout se passait bien. Jusqu'au jour où ils viennent dans les arts, ils viennent faire des courses, ils vont au bistrot, et ils tombent sur deux miliciens, donc le chef de la milice de Draguignan. Et il fallait être un peu piqués pour faire des trucs pareils. Alors ils leur disent, voilà, nous travaillons dans le bois, nous avons découvert dans un cabanon un dépôt d'armes qui est sûrement fait par la résistance. Ah! Alors les miliciens disent, ça nous intéresse, il faudrait que nous y conduire. Alors il convient d'un jour, d'une table, puis l'un des miliciens lui dit, nous y allons tout de suite. Si ça ne vous dérange pas, nous y allons tout de suite. Et ils se trouvaient coincés. Alors ils sont descendus, ils se sont arrêtés chez ma tante Fernande, là, qui en débauché. Et chez elle, il y avait une réunion de la résistance avec le général, il avait rang de général, Chevance-Bertin, qui venait organiser les parachutages dans la région.
Et il y avait Jean Cassou, et dans son avenir, un des jeunes monte, un seul, et dit à ma tante, il faudrait que vous me donniez le pistolet de votre mari. Il rêvait. Et Jean Cassou s'avance, lui demande ce qui se passe, il regarde par la fenêtre, il dit, oh là là, c'est la Gestapo de Draguignan, c'est ce qui voulait m'arrêter, parce qu'il devait l'arrêter. Alors il dit aux jeunes, ceux qui étaient là, il lui dit, tu descends, vous descendez avec, vous les conduisez à Saint-Jean, et nous allons essayer de vous sortir d'affaire. Et c'est là qu'il va voir mon père il travaillait, il lui explique la situation, mon père remonte, il prend son fusil de chasse qu'il avait caché, et ses munitions de Jorotine, qui est une munition pour sanglier. Pour la batture. Pour la batture. Et ils vont jusqu'à Saint-Jean, ils vont à Saint-Jean, quand ils ont estimé avoir fait suffisamment de chemin, ils se sont cachés là. Et ils les ont attendus. Mon père a crié à un coup chez vous, il tire un coup de fusil, au milicier il emporte de là, le haut de l'épaule et la mâchoire. Et un des jeunes, qui était celui qui n'était pas prévenu, il passe devant le second milicier, il part le second coup en pleine tête, il dit Gilles. Mais alors, ce qui a été, il convient de considérer que c'est une chance, ces munitions qui dataient de bien avant la guerre avaient perdu de leur puissance, sans quoi l'issue était fatale. Et ils n'ont été que blessés. Le milicien qui se trouvait sur le sol sort son pistolet, bam, il tire sur mon père, il lui trouve le canon du fusil de chasse, je l'ai. Il le trouve, et la balle, elle repart. Juste une chance. Et il avait son fusil, il avait ouvert le fusil pour remettre de la cartouche, et la balle a trouvé le canon. Tiens, voilà. Il faut le faire, hein. Oh putain. Voilà. Alors on ne sait pas si la balle elle est rentrée comme ça, elle est ressortie par là, parce qu'il avait le fusil ouvert. Allez, il était comme ça, voilà. Voilà, ça doit être ça. Ouais, elle est rentrée comme ça, voilà, c'est là qu'elle est aboutie. Il avait le fusil ouvert pour mettre les deux cartouches dedans. Ah ouais, elle est rentrée comme ça. Elle est rentrée et elle est ressortie. Le chance extraordinaire. Elle est ressortie, sinon elle a pris dans le vide. Hein. Voilà, c'est ça. Oh, puis un sacré trou, hein. Un sacré trou, hein. L'avantage pour lui, c'est qu'il a tiré parce que la bout touchait, mais il est parti. Là. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Voilà, ça fait ça. Il faut rien faire, ça. Voilà. Ça, c'est une pièce de... Charrier. Charrier, ça. C'était un type qui vraiment, c'est inimaginable les risques qu'il avait pris. Hein. Et toi, tu étais dans son réseau à lui? Ben nous, on était jeunes, hein. Moi j'étais jeune. Hein. On a, ben avec Jeannot, là, Joub. Parce qu'il y avait aussi le niveau, disons, information. Donc, il fallait des gens qui collent des tracts. Et mon père, comme il travaillait à SNCF, il avait un truc pour pouvoir circuler la nuit. Seulement, une nuit, il s'est retrouvé au niveau de la place du 11 novembre, en train de coller des tracts. Et il entend arriver une patrouille. Il y avait une bouche d'égout à l'époque. Il y avait des bouches d'égout pour l'eau, pour le pluvial, quand il pleuvait, que ça partait dans le Réal. Il s'est foutu, à l'époque, il ne faisait pas 90 kilos comme plus tard après. Et il s'est foutu il s'est rencontré dans ce trou d'évacuation d'eau. La patrouille, il faisait nuit, il n'y avait pas d'éclairage ni rien du tout, heureusement pour lui d'ailleurs. La patrouille est passée, et bien entendu, quand la patrouille est passée, il est vite rentré à la maison. Mais quand tu es rentré dans le circuit, que tu portais des messages à droite, à gauche, comme tu as fait, tu connaissais quelqu'un, on est venu te chercher, comment ça s'est passé? Non, mais il y avait Jeannot Charrier, son frère, comment il s'appelait? Enfin bref, Néné Gassinen, tout ça c'était un peu des chefs de relations avec le soldat et tout ce que tu veux. Et ils te faisaient porter un bulletin à terrain droit, tu vois, à la gare ou n'importe quoi. Et tu n'avais pas peur, tu n'avais pas... peur, non? Peur. On était déjà de couillons, quoi, comme tous les autres. Il y en a qui se sont fait tuer comme ça. Marcel Maisonnier, il faisait le pain, il le mettait dans des sacs en jute, et après il le montait au cabanon.
à Saint-Martin. Il les faisait avec mon père, il les descendait dans la citerne. Il avait vidé exprès. Et avec une chaîne, il le faisait glisser pour pas que quand tu ouvrais la citerne, tu le vois, il était sur le côté. Après, quand il venait les maquisards et tiraient le truc, ils étaient planqués à Mont, au-dessus du quartier où j'habite. C'était la réserve de pain, elle se faisait là. Je l'ai vu une ou deux fois, mais j'ai jamais vu qu'il faisait ça. C'est après mon père qui me l'a expliqué. Mais je sais que M. Missoni faisait le pain pour les maquisards. Le père de René, de Georges et de Marcel. C'est ma mère qui a tout porté. Hein. Et les risques. Parce que quand la Gestapo débarquait à la maison, c'est elle qui, quand les petits mots, elle les cachait dans les plaintes et quand on est parti à Sainte-Baume pendant un mois, c'était parce que on était menacés, soit d'être fusillés, soit d'être déportés. Donc mon père, quand il a vu que ça campherait, nous a expédiés à la Sainte-Baume. On était à la Sainte-Baume, donc il y a un monastère là, quelque chose comme ça. Et donc, et puis tout d'un coup, on était assises, parce qu'on a vécu avec cette angoisse d'être arrêté, c'est évident. Mais vous savez, un enfant, c'est une éponge qui reçoit tout, qui ne conceptualise pas, qui ne verbalise pas, et qui, voilà, mais ça n'empêche que c'est en nous. Et donc, on est en train de manger, tout d'un coup, maman me dit, allez, on s'en va. Alors, nous, on était déstabilisés, tout ça parce qu'à la porte, elle avait vu rentrer un Drassinois ou une Drassinoise. Alors, comme on y était incognito, il ne fallait pas qu'on nous voie. Et donc, on a pris nos clics, nos claques, et nous voilà partis avec nos valises. On a pris un train, je ne me rappelle plus où, un car, je suis incapable de vous dire. Par contre, le souvenir précis que j'ai, et alors ça, c'est quand on est arrivé à la gare des Arcs, et qu'on est monté jusqu'à la villa, sans arrêt en train de se retourner. Maman, ne vous retournez pas, il y a peut-être quelqu'un, attendez, alors il y a du bruit. On est arrivé ici dans une maison lugubre, toute avec les ampoules toutes bleues. Ça, alors j'avais un souvenir, c'est fou ça. Les bleus, les volets ouverts, parce que c'était le couvre-feu. Le couvre-feu. Ah, voilà. C'était le couvre-feu, donc il ne fallait pas être dehors à cette heure-là, il ne fallait pas les lumières éteintes. Et je me revois rentrant dans le jardin, tapant, ma grand-mère qui ne nous attendait pas, se demandant qui c'était. Enfin, et on est rentré dans cette maison, mais alors, bon, les gens comprendront qu'un enfant de 6 ans et de 8 ans, eh ben, qui vit dans cette angoisse, eh ben, cette angoisse, elle est dedans. Voilà. Elle tenait le commerce de son mari, des deux Brachy, bien évidemment. Et bien sûr, elle avait des pommes de terre. Elle en a nourri pas mal aux Arcs. Mais elle n'a pas fait que ça. Parce qu'elle a hébergé, ce qui lui a valu d'ailleurs de certaines personnes malveillantes qui, heureusement, sont décédées aujourd'hui, un peu toutes les critiques. Surtout quand on ne fait rien, il est plus facile que l'on critique, puisqu'elle était toute seule. Donc automatiquement, elle recevait des hommes chez elle. Elle a hébergé un aviateur anglais, elle l'a hébergé. La maison dans laquelle j'étais, dans laquelle elle habitait, au premier étage, j'ai toujours vu dans le sol un carreau qui était cassé, et il avait été cassé par un éclat d'obus. Mais pour en revenir à qui elle a hébergé notamment, en dehors de cet Américain, elle avait hébergé d'autres Américains, mais surtout Soldani. Soldani qu'elle a sauvé. Parce que lorsque la Gestapo et la milice sont venus taper à sa porte, Soldani est passé par-dessus le grillage qu'il y avait derrière dans le jardin, et de connivence avec le père, un des grands-pères, moi je m'en souviens parce qu'il était gros, il coupait du bois. De l'autre côté, c'était l'entrepôt de Martinouche, qui maintenant était offert aux jeunes Cabas, qu'ils ont acheté depuis. Il fendait le bois, il y avait une fendeuse, et on entendait ça, et bon, bon, chaque fois que le bois était cassé. Il avait les doigts des mains, pratiquement tous les doigts de la main droite qui étaient coupés,
parce qu'ils se coupaient, il n'y avait pas de sécurité ni rien du tout. Mais ça, on pourrait le demander à Martinouche, ils doivent certainement s'en rappeler. Et ils avaient, dans le tas de bois qu'ils coupaient, ils avaient aménagé une cache. Ils avaient fabriqué une cache, comme on peut fabriquer un cabanon en pierre sèche. Ben là, il avait fait en bois. Et Soldani est allé se cacher là-bas, sous le tas de bois. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle m'a toujours dit. Il n'y avait qu'un grillage qui nous séparait, qui séparait les deux propriétés à l'époque. Vous dire qu'après que mon père... Bon, je me rappelle quand on nous a annoncé sa mort, on était à Draguignan, à la campagne. Alors justement, il est mort quand même. Alors, il est mort comment? Il est mort comment? Il a été arrêté en mettons début juillet. Et il était chef régional, donc il partait à Marseille. Et le jour, ça c'est Germain qui me l'a raconté, le jour où Germain, ils se sont retrouvés sur le passage à la gare, mon père partait à Marseille et Germain revenait. Et mon père a dit, oh là là, il y a une réunion très très importante à Marseille, il faudrait que vous veniez. Et Germain lui a dit, ah ben non, mais c'est pas possible parce que je suis d'astreinte, je suis le seul interne à l'hôpital de Draguignan, ils m'attendent. Voilà. Donc, ce qui fait dire à Germain que s'il avait suivi, ben, il serait mort avec eux. Il est arrivé à Marseille, et là, il avait rendez-vous pour l'affaire Antoine à un magasin à la rue de la Palue. Eh ben, ils ont été cueillis là. Voilà. Il a été mis au Baumette avec les quelques-uns qui y étaient. Alors là, je ne peux pas vous dire qui. Ils étaient torturés à la rue Paradis. On les remettait au Baumette et on les remettait. Voilà. Donc, début juillet, mais il faut bien dire qu'au 17 septembre, on n'a pas su ce qu'il était devenu. C'est-à-dire que ma mère a tout détourné pour... elle était allée... On lui avait dit qu'à Signes, il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle avait loué un vélo, elle avait... Bon, enfin, voilà, ça a été la galère de début juillet. Elle est même allée à la Gestapo à la rue Paradis. Ben, les Allemands l'ont foutu dehors, hein. Bon, mais évidemment. Vous n'avez rien fait. Quand elle me racontait ça, bon, ben, c'est vrai que des escaliers... on l'a prise en bloc, on l'a projetée sur la route, et puis voilà, hein, allez, déguerpis, tu nous emmerdes, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, et donc le 17 septembre, ils ont été retrouvés. Et donc il a été fusillé le 18 juillet. Ça, vous l'avez su? Ça, écoutez, je l'ai su. Moi, depuis l'âge de 8 ans, toutes les années, je vais à Signes. Au 13 juillet, quand on a fait le dernier voyage à Malaye, au plateau de Malaye, charger des armes, on a chargé un camion d'armes, et les armes parachutées, à Malaye, c'est toutes les armes parachutées sur Canger. Voilà. On a fait le plateau de Malaye, c'est pas les armes portées. Elles étaient parachutées sur Canger. On a chargé, et on les a descendues, on est passé devant la belle commandature à Draguignan, à 8h du matin. Qui était avec le camion chargé et couvert avec une bâche américaine. Et la commandature, elle était Hôtel Bertin. La commandature était l'Hôtel Bertin, avec des sentinelles devant la porte qui nous ont rien demandé. On a passé tranquillement. Et on a monté le collage. Le collage avait le gazon chargé. Ils avaient le temps de nous courir derrière. Et on est arrivé au Nouradon chez Dominique, à la ferme de Dominique, qui est avant de rentrer dans les Nouradon, à gauche. Mais je passais sur l'autre trottoir, il y avait les Allemands qui tapaient dans la maison de soldats. Ouais, en face à la gendarmerie. De la maison, il est passé corps. Moi, je les ai vus, j'étais là. Arrive la Gestapo, seulement, heureusement que ça donnait sur la rue bas et dans ma rue de derrière de Bouchonnier. Et il a sauté de là, derrière ça a sauté chez le père Janet, de Janet ça a sauté chez Robert, mon cousin. Il était venu pour l'arrêter, et c'est madame Soldani, elle s'est elle s'était allée
à la porte ouvrir. Lui, il était dans sa cuisine. Quand il a entendu des voix étrangères, il est vite parti dans le jardin. Madame Soldani les a un peu retenus. Il est passé par la petite porte du jardin, monté la rue des Bouchonniers, descendu la rue qui conduit à l'école, et là, il tombe sur mon père au niveau du bassin du marché. Et mon père lui demande ce qu'il veut. Oui, il y avait le lavoir. Oui, il y avait le lavoir, et donc il dit, la Gestapo, elle est venue m'arrêter, il faut que je m'en aille. Et là, mon père lui dit, où tu vas? Et je ne sais pas, il ne savait pas. Il n'avait pas de point de chute, alors il lui dit, tu viendras à la maison, je t'enverrai chercher. Il arrive chez nous, il nous dit, tu vas chercher M. Soldani, tu le fais passer par la rue de la Motte, et pas ailleurs. C'est ton père qui t'a dit, va le chercher. Va le chercher, c'était le dernier que je suis allé chercher. Je suis parti en courant, j'arrive à l'intersection de la rue de la Motte et de la rue de Marcel Audibert qui descend dans la route, en haut, paf, il passe devant. Tu te rends compte s'il avait marché? Mon père qui arrive avec le vélo, il rentre, il me dit ça, je pars en courant, il était déjà là. Et après, mes grands-parents l'ont hébergé au Billadou, il campait là-bas. Pendant le Billadou, c'est que vous aviez il y a le hameau du Billadou, dessous il y a une bastide, et c'était celle-là. Et ça convenait parfaitement pour ce genre d'activité, parce que c'est la plaine et on voit de loin. Ouais. Dans un endroit encaissé, on peut recevoir les gens sans les avoir vus venir. Tandis que là, au moins de très loin, alors il avait été dit qu'en cas de... Même de nuit, une voiture, les phares... Mon grand-père avait des chiens qui aboyaient, alors ça déjà, ça avertit, et à ce moment-là, il partait vite. La Gestapo a tapé à la porte d'entrée, et mon père a eu le temps de s'échapper par une fenêtre. Il a eu le temps de sauter par une fenêtre du rez-de-chaussée, enfin qui n'était pas très très haute, parce que je pense qu'on l'a averti 5 minutes avant que la Gestapo arrive sur les lieux. Donc il a eu le temps de s'échapper et de se cacher dans une maison de village, pas loin, dans une cave. Et après, ma grand-mère a raconté qu'on l'a fait partir des arbres, qu'on l'a caché à Tourtou, dans la camp à Tourtou. Et c'est la famille Marcelin, qui possède le domaine de Saint-Pierre, qui s'est occupé de le cacher parce qu'il était activement recherché. Et quand vous receviez les armes, les parachutage, bon, bien, comment il faisait pour savoir que vous étiez là? Ah, mais ça, c'était par radio. Par radio. Alors, le radio, tu sais où il était le radio à ce moment-là? Il y avait Julie Boin aussi. Et le poste radio, il était à la main, mais c'est Audibert, c'est Bertin. C'est pas Marcel, si ça rappelle Marcel. Et mon père, il avait une radio qui faisait fonctionner, c'est pour ça qu'il était correspondant. Parce qu'il savait, en fait, faire marcher, parce qu'à l'époque, il était ingénieur en chimie, d'électricité, et donc, et la radio, il était capable de la faire fonctionner, donc c'est pour ça qu'il... Mon père était allé, il avait été désigné pour aller à Toulon, où il y avait un agent de renseignement britannique qui voulait les rencontrer. Alors il était allé avec Macario de Vidauban et Henri Michel, qui était inspecteur d'académie et qui a été par la suite l'historien de la résistance. Il a écrit énormément d'ouvrages. Ils sont allés tous les trois, ils avaient rencontré ce Félix, et ce Félix leur avait donné les messages du débarquement. Et ma mère les avait notés au crayon, ils sont là. Alors, Nancy a le torticolis, la burette coule, le chasseur est affamé, le bourdonnement est étourdi, le kangourou a perdu sa poche. Alors le kangourou qui a perdu sa poche, c'était le parachutage qui leur était destiné et qui s'est perdu dans le débarquement à la Motte. Ils n'ont plus rien retrouvé. Il y avait là des parachutistes, des planeurs, tout le matériel, leur matériel à eux était là, ils ne l'ont jamais récupéré. Le bourdonnement étourdi, c'était le sabotage des poteaux du télégraphe. Ouais, qui barrait le champ. Le chasseur est affamé. Alors là, je crois que c'est le débarquement, ça. Et Nancy a soit le débarquement, le Nancy a le torticolis, et la burette coule, c'était le sabotage des voies ferrées. Tout était sur les arts, ça. C'est le message pour les arts. C'est ma mère qui l'a. Tel que mon père l'avait noté, et ma mère l'avait noté au crayon. C'est la libération. La libération, quelques jours après la libération, que tout avait été libéré. Les gens, c'était la joie, c'était... Et Madame Louvet, qui était une grande cantatrice,
est venu chanter la chanson des maquisards. C'est le 15 août, le canon tonne. C'est le 15 août, le canon tonne. Nos alliés ont débarqué dans le midi, près d'une plage. Les grands planeurs se sont posés. Ils sont couchés dans la campagne comme de grands oiseaux blessés. Pour nous, ils ont franchi l'espace et reconquis nos libertés. Nous avions les héros de Valmy, les poilus de Verdun et de la Marne. Maintenant, nous avons les fifis, les héros du maquis. Voyez s'ils crânent, regardez leurs beaux pas cadencés, leurs gestes saccadés. Ils ont confiance, debout pour vaincre l'ennemi. Soyons forts et soyons unis. Il y a Marmounier. Ça, c'est Périmont. Alors là, Paul Brimondi et son frère Alexandre, qu'on ne voit pas sur cette photo, Piero Cavalera, Fernand Mandrille, et là peut-être Piero Girodengo. Ça, c'est André Garon. Janine Garot, là. Oui. Ça, c'est Monsieur Aymar. Alors après, il y a Monsieur Bovero. Ça c'est le boulanger de la place. Alors son nom, je ne m'en rappelle pas. Ça, c'est Clairette, la mère de Coco, Juin. Et ça, c'est dénommé un jeune qui s'appelait MBA. Ça, c'est moi. Alors, le débarquement à la Motte, on leur avait demandé d'éliminer, dès l'apparition des messages, d'éliminer les asperges romaines. Parce que les Allemands avaient planté des piquets, des troncs d'arbres, pour contrarier l'arrivée des planeurs. Ouais. Pour les faire capoter. Et là, tout de suite, ils sont partis, il a averti une poignée d'hommes, ils sont allés arracher les asperges. Parce que la veille, les maquisards des arts, mon père il était là avec, ils étaient, je ne sais pas combien, 20 ou 25 ou 30, ils sont allés couper les poteaux qu'ils avaient plantés dans les champs, à Valmonger. Ils avaient planté des poteaux télégraphiques. De partout, il y en pour avait pas que les planeurs ils se posent, parce qu'ils savaient qu'ils avaient su que ça allait se dérouler en Provence. Mais ils ne savaient pas où. Donc tous les champs qui étaient libres, ils avaient planté des Allemands. Mais il y en avait de partout. Là, les Allemands qui avaient planté. Oui. Les Français, c'est les Allemands qui les avaient fait planter. Voilà, Et alors les Allemands, il paraît qu'ils, quand ils ont vu à l'allure qu'ils les ont enlevés, les poteaux, ils ont dit c'est salauds de Français. Le temps qu'ils ont mis pour les planter, et là, de temps en moment, il n'y a plus rien. Bon, parce qu'à ce moment... Tout ce que je m'en rappelle, c'est que le jour du débarquement, le 15 août 1944, on était avec Vaille-Véché, avec Daniel Vaille-Véché. J'habitais à la maison en face Georges Sisson. Tu vois cette maison? J'habitais là. Et moi, j'avais dans la maison, il y avait des Allemandes. Des vraies Allemandes qui servaient un peu pour les Allemands. Et alors il me dit, demain, les Américains ils arrivent et les Allemands s'en vont. C'était pas fort, on a les Allemands d'un côté là-haut. Tu vois, ça m'est resté ça. Et en effet, dans la nuit, on était couchés sur le même palier que ces Allemands, tu vois. On avait fort, ils les ont fait monter avec eux dans les camions. Elles sont parties, ces deux femmes, ça c'est moins sûr, ça on me l'a dit, mais il paraît que leur aurait été fusillé, je ne vois pas pourquoi, mais enfin. Donc, ils ont remporté ces Allemandes, et après il est arrivé, on est allé dans le jardin, derrière là, dans cette maison, et les planeurs commençaient à arriver, là, c'était à peu près, on ne peut pas exactement si c'était 3 ou 5 heures, qui nous passaient sur la tête, comme ça. Et quand mon père
certainement avec beaucoup d'Arquois. Ils ont ensuite rentré dans la FFI. Et ils avaient les armes au moulin de Claude Périmont. Les armes étaient cachées là, et ils sont arrivés. Et après, les Américains sont arrivés qui débouchaient de la route. Moi, quand il y a eu le débarquement, le seul truc que je me rappelle, c'était qu'on était à Meaux, où il y avait les cerisiers, à Meaux, à Saint-Martin, où c'est qu'il y a mon frère. Il y a la maison, on montait vers le vieux cabanon, là où je te dis qu'il planquait le pain. Et on voyait, c'était le soir vers 4h30, 5h, on voyait commencer à passer des gros trucs. On a dit putain, qu'est-ce que c'est? On était 4 ou 5 familles, et c'était les planeurs. Mais ça, c'était le jour du 15 août. On se disait, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est le débarquement, peut-être. Et effectivement, et après, mais alors il y avait comme une espèce de brouillard. Je ne sais pas s'ils avaient brouillé exprès, il y avait du brouillard le matin du 15 août. Et un planeur qui s'est égaré, qui a manqué son truc, il est venu s'écraser près de la maison de mon père, au bord de la voie, chez les Bonhommes. Je ne sais pas si tu vois. Chez les Bonhommes, c'est juste avant le pont qui passe sur le National 7. À propos où ton père avait un truc là. Les vignes. Les vignes, voilà, c'est ça. Et donc alors, il voit ce planeur intérieur comme ça, il rentre dans la terre. Il part en courant, tu sais, il n'était pas loin, lui, il est torse nu, tout ça, il va là-bas. Et les mecs, les soldats américains, quand ils ont vu ça, mitraillette, ils ne savaient pas si c'était un allié ou ils ont laissé les armes. Il a laissé venir, et ils ont bien pensé que le type était coincé dans la machine, c'était pour le soigner. Alors, ils ont réussi à le sortir, ils l'ont un peu soigné comme ça, mais après, ils ont obligé mon père à les conduire à Sainte-Rosalie, où là, il y avait le regroupement. Et c'était le soir déjà. Et mon père, il part, à tout moment, il y avait déjà les contre-attaques des Allemands, il part, et à tout moment, il plongeait dans les vignes, pour ne pas être pris par les Allemands. Et eux, toujours derrière avec la mitraillette, les Américains. Et tu sais, il ne voulait pas large. Et puis quand il les a quittés là-bas, enfin, et puis il est arrivé, nous on avait un souci terrible, il est arrivé que c'était lui. Et il est arrivé, et je pense qu'il était toujours assez torse nu, tu vois, mais enfin le 14 août. Et donc on voyait un peu, après à mesure qu'il se faisait le jour, on voyait ces planeurs, là, tout ça, ces avions, mais on ne savait pas ce qu'il en était. Et puis après, quand il a fait jour, alors on entendait que ça tirait de partout. Mais après, dans l'après-midi, du 15 août, on a vu plein de parachutistes. Parce que des parachutes, tu en avais des camouflés. Oui. C'était les hommes. Et des blancs. Après les blancs, les bleus. Les les oranges. Oui. Et pourquoi ils avaient des couleurs? Comment? Pourquoi ils avaient des couleurs, les parachutes? Mais en fonction de parachutage ou de voiture, ou d'armement, ou de trucs comme ça, ils savaient à la couleur ce que c'est qui tombait. Et c'était, tu te rappelles de Léane? Oui. Léane, c'est celui qui avait le cinéma là-bas. Oh, mais bien sûr, Léane. Là-bas, au fond de la rue du Sol. Hein. Et il avait le cinéma là-bas. Mais lui, c'était un Américain, c'est Léane. Et il devait être de la résistance aussi, je suppose. Oui, il avait été averti, lui. Et alors on lui dit que les... Il s'était déjà préparé, il avait des munitions, des grenades, il avait de tout, hein. Ah ouais. Le soir du 15 août, il y a 2 gendarmes qui sont venus coucher à la maison. Et ils sont venus coucher, et à minuit, ils sont venus les réveiller, que les gendarmes, que les Allemands reprenaient le pays. Ils montaient par le Réal. Alors ils se sont vite levés, ils ont pris le fusil, ils sont allés là-bas à la rescousse des autres. Ils montaient par le Réal, ils voulaient... Le pays était libéré. Le pays était libéré. Nous, non, ici, on est dans une corps, les Allemands. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est aperçu que les Allemands, ils montaient par le Réal. Il y a quelqu'un qui dit, mais on fait ça, il y a les Allemands qui remontent, il y a les Allemands. Et là, c'est là que M. Léal a appelé je ne sais qui, il a fait venir un avion, et ils ont balancé 3 bombes sur la gare. Le jour de la libération, le 15 août, une escadrille d'avions ont descendu de là, ont plongé sur la gare, ont mitraillé Saint-Roch, la terre, elle volait en éclats comme ça. Ils ont largué des bombes sur les choses. Il est venu une escadrille, mon ami, bouh, ils ont tout volé en éclats. Et cela que ça a tiré de partout, ça a tiré de partout. Et donc alors, dans le Réal. Et nous, on était partis derrière la maison, et les balles, elles frappaient contre le mur là-bas. Ici? Ouais. Je te dis,
On était sortis, je me demande comment on n'a pas pu de tuer. On descend dans la remise, on traverse la remise pour aller dans un petit cagibi, et ma mère, elle commence, elle n'avait pas mangé à midi, commence à faire, avec le réchaud, elle commence à faire chauffer pour faire un peu la soupe. Oh, fan des pieds. Je suppose que c'est les Américains qui remontaient, tu sais, ils regardaient dans les fermes. Quand ils ont vu le feu, ils ont balancé une grenade dans la remise. Ça a explosé, mais enfin, on a eu peur, beaucoup peur, mais enfin, on n'a rien eu. Et les monstres, ils ont tiré là. Alors ça, c'était le soir. Et bon, on n'a pas dormi. Et le lendemain matin, en ouvrant à la très bonne heure, on voit des types qui arrivent, et c'était les parachutistes américains, là, tout camouflés et tout. Alors là, et mon père, lui, tu sais comme il était, il sort la bonbonne de vin, et il met les vins, et il boit. Il y a eu un truc qui s'est passé aussi, que ma mère et mon père ils m'ont raconté, c'était qu'il y avait les Allemands, il y avait une voiture d'Allemands qui était montée de la gare, ils étaient chez Rossignol, puisqu'après ils ont tiré sur les Lorguais, sur la trace de Lorguais. Ils sont montés à Bagnan, ils sont arrêtés au bar de Cavalera, à côté de l'ancien cinéma de Dark. Et les Américains, ils arrivaient, ils étaient à Saint-Roch, là-bas. Il y avait le père Grégorio, le beau-père de Rogero, le grand-père de Jackie, Rogero. Il était là, à ce bistrot-là. En train de boire le coup, ils vont rentrer des Allemands, il dit « Oh oh !» Alors, dans la voiture, il y avait celui qui venait, l'officier de liaison, qui venait tous les jours dans le village voir ce qui se passait. Il avait 4 types avec lui. Lui, il parlait bien français, Grégorio, il dit « Oh oh, vous êtes là ?» Il dit « Mais il y a les Américains qui arrivent !» Oh putain, les Allemands, quand il a dit ça, l'autre qui parlait le français, ils sont montés dans la bagnole, ils ont fait un demi-tour sur le boulevard, là, en face de la brasserie, et ils sont repartis. S'ils montent, qu'ils étaient armés, hein, ils arrivent sur la place, hein, bon. Il y avait tout le monde, tu as vu sur la photo, j'étais sur la place, là, hein, il y avait déjà des maquisards, il y avait tout un tas de gens qui étaient déjà organisés pour... Il y avait un carnage. Il y avait un carnage. Là c'est Paul, là c'est Gaëtan. Où il est Gaëtan? Au milieu? À côté de Chiqui. Là. À côté de Chiqui. Ben, il est là. Ouais. Oui. Là, il y a Edouard Barcaroli. Edouard. Et après, qui a... Ouais, il y a un Cavalera là-dedans. Ah, voilà. Edouard, il est là, il est là. À droite. C'est après que j'ai vu le civil qui traversait la route, Là, au moulin. au moulin, qui regardait dans les grenadiers. Alors moi j'étais dehors, j'ai dit putain, mais qui c'est ce type qui regarde en bas? Et il retraverse la route. Il vient devant la maison, il retraverse la route, il regarde dans les grenadiers. Et c'est là que je l'avais à 30 mètres. Je l'ai connu. Oh, j'ai dit merde, c'est lui. Qui c'était? Monsieur Petroletti. Et 5 minutes après, hop, il descendait en colonne, un derrière l'autre. Et je te dis plein de peinture et tout. Les Américains qui étaient sûrement allés les rencontrer, ou j'en sais rien. Ils descendaient des croisières, mais peut-être ils venaient de la bombe, ils venaient de Sainte-Rosalie, je ne sais pas d'où ils venaient. Et c'est pour ça qu'il avançait doucement. C'est pour ça qu'il avançait doucement, parce qu'ils se croyaient que peut-être les Allemands, ils étaient en bordure du village qui les attendaient. C'est pour ça qu'il passait le premier pour voir s'il n'y avait pas quelque chose. Lui, il allait à l'avant-garde de voir ce qui s'est passé. Un éclaireur. Donc c'est les premiers qui sont rentrés dans le village. Les premiers qui sont rentrés dans le village, par là. Après, il a dû en rentrer peut-être par en bas aussi. Et mon mari, c'est le premier qui a traversé le village avec un groupe de Canadiens. On l'appelait, il se faisait appeler Marquis. Il était ou il n'était pas, je ne sais rien. Le jour de la libération, il y a les Américains qui sont venus le voir. Le soir de la libération, à 5h30, tout l'état-major américain était chez lui. Alors les fenêtres ouvertes, les volets ouverts, on l'entendait qu'il parlait, en américain quoi. Il rigolait et tout. Alors pourquoi ils sont venus chez lui? Et pas chez nous, pas chez d'autres. Ils sont venus carrément chez lui. Tout le monde était sur la place, tous les Arquois étaient comme, après il y a un petit détail qui me vient l'idée, tout le monde était sur la place, il est arrivé cette camionnette en cul vers la porte de la mairie, c'est de là que nous on regardait, moi j'étais dans le public, je regardais, parce que la camionnette, c'était un Grèce qui me menait ou un autre, ça je ne me rappelle pas. Il est descendu, il a pris sa caisse et c'est là qu'il y a eu l'explosion. Il
Moi je l'ai vu par terre, là, le monsieur. Ouais, moi je suis arrivé plus tard. Il était ouvert. Hein. Ils m'ont dit allez dégagez. La grenade à la pétille, elle était peut-être à 10 mètres. Nous les gamins, on était toujours en train de... Je sais qu'ils débarquaient des trucs d'une camionnette. Ce qui a dû se passer, c'est qu'à l'époque, et ça a été une imprudence, ils portaient la grenade à la ceinture, par l'anneau. Ouais. Et en débarquant les colis avec son colis, c'est là qu'il a bu la... Il a dégoupillé. Il a dégoupillé. Tout le monde est parti en croix. Moi, je suis parti en croix vers la rue de la Motte. Je me suis un peu rincé à la fontaine, par un peu d'eau, un peu de sang. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas un verre de sang. Je me suis rincé. La campagne, elle était occupée par les Allemands. C'était comment s'appelle le quartier là-bas? Les Briguères. Et vers le débarquement, c'était le 15, vers le 18-19, on s'est dit, on va voir ce qui se passe à la campagne, d'autant plus que le patron, M. Pédard, avait mis sa voiture, elle avait mis sur cale, avait levé le roue, on pourra voir ce qui s'était passé. On a vu que là, c'était tout ouvert, et toute la maison, c'était encore rempli d'armes, de fusils, de grenades. Alors, on a vu l'emplacement où les Allemands étaient tombés. Il y en avait un qui était en dessus de la campagne. Il y avait une grande berge, il y avait un gros olivier. Et l'Allemand était caché derrière lui. Et lui, il a dû être touché en plein fort. Il est tombé la tête en arrière, et la tête, elle s'est vidée de son sang. Et par terre, ça fait une auréole comme ça. Donc ça a passé jusqu'à midi. Et là, je ne l'oublierai jamais, à midi, avec mon père, on regardait par les fenêtres au premier étage. Un Allemand qui s'est planqué derrière le mûrier, un obus qui le reçoit, on l'a vu, il s'est écroulé. C'était 2 ou 3 ans après, au moins 2 ans après, qu'il est venu un homme d'Allemagne, quoi, recenser les morts allemands qui étaient tombés sur le terrain. Il m'a demandé si j'en connaissais. J'ai dit effectivement, j'en ai vu 3, je sais où sont enterrés, un là et un sur le pont de... Alors c'est là que le type il a commencé à me faire un scandale, à me dire c'est une honte, c'est honteux, les Américains, les leurs sont dans les cimetières et les nôtres sont comme des bêtes. Ah, j'ai dit monsieur, ça c'est la loi de la guerre. Hein. Alors ils les ont enlevés, ils les ont ramenés chez eux, sûrement. Et alors là, ils étaient descendus parce que les Américains s'étaient fait canarder là, à la gare. Où il y a les destroyers, un capitaine américain qui était mort là. Et c'est ce fusil qu'il a pris. Alors ils sont descendus, il n'y avait pas grand-chose, son pistolet, il descend, et il regarde cet officier américain qui était mort, il prend son fusil, et il s'avance sur son chemin de la coopérative. Et là, rien. Et Manu Clary, qui était dans sa maison, lui, il voyait à travers ses volets, il avait devant lui un figuier, une touffe de figuier, et là, il y avait 3 Allemands avec une mitrailleuse. Ils ont filmé mon père pendant tout le temps, ils n'ont pas tiré. Et après mon père est parti, il avait réussi. Il devait avoir un doute peut-être. Ils avaient peur. Parce que eux, ils ne faisaient pas de détails, mais ils savaient que s'ils étaient arrêtés par les résistants, c'était fatal. Ils y passaient. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas sûrs de réussir, ils n'ont pas bougé. Et mon père, il a dit ça. Après, il avait fait des prisonniers, c'était Louis Passerin qui s'avait été aperçu, parce qu'ils s'étaient gonflés quand même. Ils étaient gonflés, même tout de base, qui était parti depuis le bord de mer, et il voulait rejoindre les troupes allemandes qui montaient dans la vallée du Rhône. Et alors il se baignait en bas à la grande plage. Il se baignait à la grande plage, Louis Passerin les a vus, il est vite monté, il leur a dit voilà, ils sont toute une bande, là ils prennent le bain, ils sont descendus, ils les ont arrêtés. Voilà. Ils étaient isolés par rapport Ils étaient isolés, mais... ils étaient tellement gonflés par la propagande qu'ils ne se rendaient pas compte de la réalité. André Audibert, ils en ont vu un, il avait 17 ans, il avait une balle dans le genou, au Biadou. Il s'était caché sous le petit pont de l'arrêt d'arrosage, tu sais. Il était là, alors ils l'ont vu et il s'est sorti. Il leur a dit qu'il voulait qu'il l'emmène, qu'il le cache. Le jeune Allemand voulait qu'on le cache parce qu'il était certain de la contre-attaque allemande qui le libérerait. Alors ils ont dit non, mais c'est pas possible ça. Allemagne, Caput. Non, ils ne voulaient pas l'entendre parler. Ils étaient certains. Alors ils ont vu 2 Américains qui, eux, avaient confisqué les 6 quarts de l'armée allemande, ils faisaient les couillons sur la route, ils l'ont embarqué, et très certainement ça a été très bien pour lui, ils l'ont soigné. Il y a une autre anecdote, mais celle-là, elle est plutôt marrante, mais fait ça. C'est à la Libération, en 1944, le 15 ou
le 16 août, enfin, ou le 17 août, enfin, je ne sais plus exactement le jour, tout ça. On habitait, nous, chez mes grands-parents, en bas à la Ricarde. Et donc, pour monter travailler à la CNCF, pour monter à son travail à la gare SNCF, il ne passait pas par la route, parce que c'était quand même assez dangereux, ça tirait un peu de partout, tout ça. Donc, il gaffait Argent, et par les champs, il montait jusqu'à la gare. Il gaffe Argent, au moment où il gaffe Argent, il entend du bruit, comme quelque chose qui tombe dans l'eau. Et parfois, il se sort, et au moment où il se sort, il voit 3 ou 4 Allemands, je ne sais plus maintenant, comme fait, pas plus de 4, certainement pas plus de 4, peut-être même que 3. Et les bras en l'air, et qui se rendaient. Et mon père, il s'est retrouvé avec ces 3 Allemands avec les bras en l'air, et il s'est rappliqué à la gare SNCF avec ces 3 prisonniers. Oui, Martinouche, il est né, qui avait tiré de la mitraillette aussi, de la mitrailleuse. C'était une mitrailleuse parachutée, elles étaient vert de gris, enfin bref. Il y en avait une au Réal, à la descente du Réal. La photo. C'est la photo, voilà. Alors, on avait la maison là, Ouais. et là il n'y avait rien, c'était... C'est le Réal, c'est Oui, il y avait... si vous regardez la descente, il y avait un escalier à pied un peu plus loin. Oui, exact. Bon, là c'est toi alors, cette photo. Ouais. Et là c'est Paul Doumergue ça, alors c'est Paul ça. Passé l'euphorie de la libération, est arrivée l'heure des règlements de compte. Et des femmes ont été tondues sur la place du marché, car elles étaient accusées d'avoir eu des relations avec l'occupant. Je me rappelle, les FFI, ils les ont arrêtés, les jeunes de l'orgue. Ils lui ont dit, vous n'allez pas plus loin, parce que la gare en bas, ça chauffe. Il y avait les Gastiel, c'est lui qui les a... Et ils ont parti quand même. Ils avaient 20 ans. Ils arrivaient de où? De l'orgue, mais par les droits d'homme. Il y a quelqu'un aux arbres, je ne sais pas qui a dit à ces 13 malheureux Anglais, ne descendez pas, les Allemands sont en bas. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais ils étaient avertis. Et ils sont descendus quand même. Alors, effectivement, ils étaient avertis, parce que ils sont venus, ils ont monté nos marches d'escalier, papa a fermé la porte, et ils ont baragouiné en allemand, que des choses qu'on ne comprenait pas, ils voulaient rentrer. Et nous, on était applaudis dans le couloir, parce que papa disait, et ils ont tiré dans la serrure. Et j'ai pas gardé j'aurais dû la garder parce qu'il y avait la balle. Alors la balle, traverser une cloison, la cloison des water, ça a rebondi dans la cloison des machins. Oui, alors on était dans le couloir, ils ont monté pour pouvoir tirer peut-être des fenêtres, je ne sais rien. En tout cas, la serrure va résister, ils ne sont pas rentrés. Alors je suppose, parce que nous on était toujours aplatis, hein, je suppose qu'ils sont redescendus, et après, je ne vois pas d'où ils ont tiré, parce que nous on n'était pas aux fenêtres. Hein. Vous étiez aplati dans le couloir. Pardon? Vous étiez couché dans le couloir. Oui, on était couché dans le couloir. Et les balles, boum, boum, enfin, il y en a eu. Les 13 Lorguais, pour le 15 août, ils ont dit qu'il fallait récupérer les armes au Nouradon. Mais ils avaient fait sauter le pont de Fleury. Pour aller au Nouradon, il fallait passer par les pailles. Alors, on est passé le chemin des pailles, on est allé au Nouradon, on a chargé, mais quand on a eu chargé, on dit maintenant, pas moi, parce que là, il y avait De Hello qui était responsable, qui avait Bercia qui était plus vieux que nous, qui était responsable. Ils ont décidé de passer par les arcs. Pour revenir par les Nouradon, pas Fleury, on ne pouvait pas. Et il n'y avait que la route descendre au Nouradon, descendre aux arcs, et remonter par la route normale. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé dans les arcs, très bien, on a rencontré 2-3 types. On est arrivé sur la place, on a rencontré 2-3 FTP qui étaient là. On discutait avec eux, on dit c'est pas sûr, enfin, il faudrait faire attention en fait. Alors on dit mais on peut y aller, ouais, méfiez-vous, faites attention parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. On arrive un peu plus bas, juste avant le... Ou maintenant, comment je peux te dire? Le pont de la gare. Le pont de la gare. Non, mais avant le pont de la gare, il y avait une mitrailleuse qui était placée. Et cette mitrailleuse, on a rencontré un type, il dit attention, mais là, méfiez-vous, quoi. Bon, on arrive au pont de la gare, sur le pont de la gare, et on rencontre un type qui avait un brassard. J'ai jamais voulu le citer, je ne le cite pas parce qu'il est encore de la famille. Qui venait de vendre sa femme
qui partait soigner les soldats américains. Et à nous, on lui a dit, enfin pas moi, mais Maurice de Hénaud-Mercier, qui était sur le marchepied à côté de moi, ils disent, qu'est-ce qu'il y a en bas? Oh, il dit jusqu'en bas aux 4 chemins pour aller à l'ordre, on dit, vous pouvez y aller tranquille. Si on peut y aller tranquille, on y va tranquille. Hein. On descend, quand on arrive à la villa, ça a parti de partout. Des vignes, ça a atterri de partout. Ce qu'on ne savait pas, si on l'avait su, ça nous aurait aidé. C'est qu'il y avait les Américains dans la colline, dans le bois, au bout des prés. Mais on ne savait pas. Alors, on a commencé à avancer. Moi, j'ai reçu une balle explosive qui m'a mis KO, c'est l'interdit. On est tombé sur la route. Peut-être ce qui m'a sauvé. Parce que les collègues qui sont restés sur la route, ils auraient été achevés. Et j'ai traversé, j'ai passé dans le ruisseau qui longeait la route d'arrosage. Et puis j'ai pris un ruisseau transversal qui venait vers l'Orgue. Le ruisseau d'arrosage de près. J'étais un peu épais. Un peu moins épais que maintenant, mais j'étais quand même épais. Il fallait. J'étais pas gros. Alors je me mets dans le pré, j'avance tranquillement. Et je rencontre un collègue d'Almasso. Et Dalmasso, il était blessé, il est dans le ruisseau. Il passe dessus, il me dit, oh, qu'est-ce que tu as? Oh, il me dit, j'ai morflé. Ben, il dit, et toi? Il me dit, moi aussi. Moi, j'avais la tête pleine de sang, j'avais du sang de partout. Il me dit, je le vois. J'y passe dessus et je continue. Je fais encore 5 ou 6 mètres, puis je me mets dans le ruisseau, je ne bouge plus. Et là, il arrive un collègue, Pierrot Bourguez, qui lui n'avait rien. Il passe d'Almasso, et il me passe dessus. Quand il me passe dessus, il dit, oh Pierrot, tu arrives? Il me dit non. Heureusement qu'il a levé le cul, non pas la tête. J'ai vu son cul partir à la rafale de mitrailleuse, il a coupé le cul. Et après, on est partis tous les deux. Le soir à 11h, mais après, on a attendu. Et à 11h du soir, on a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, je ne sais pas, on passe là, on passe là. Il dit, le mieux, c'est de passer carrément au milieu, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait vous. Mais au bout du pré, il y a les vignes, enfin, on va pouvoir continuer. Et on est partis tous les deux comme ça, en se tenant mutuellement. On est arrivé à la ferme, la première ferme qu'on a vue, on demande d'abord, le type, il n'a pas voulu nous en donner. Il dit non. Ça va, alors on a continué. Et on est monté par Forêt, on est monté. Et après, on est venu monter, sortir à Gavaron, au bout du plan de l'Orgue. Et heureusement que là, on a rencontré 2 collègues, Aldo Borsi, qui est mort, et Jean Moore, qui s'est tué dans un accident de voiture, tous les deux, qui nous ont pris en charge, qui nous ont menés à l'hôpital qu'ils avaient monté à l'Orgue. Toujours à pied. À pied, à pied. À pied. Il avait monté un hôpital. Il y avait un hôpital complémentaire. Il y avait un major italien. Maison de retraite. Il y avait à la maison de retraite. Il y avait. Comment est-ce qu'il s'appelait? Le toubi qu'on avait ici. Le Raski. Le Raski. Et un autre qui était. Il y a 3 toubis. Alors ils nous ont regardés. Il dit, qu'est-ce que tu as, toi? Le major, il me dit, qu'est-ce que tu as, toi? Il dit, moi, je ne sais pas, mais il y a encore la marque. Il me dit, c'est ça? Il dit, attends, mets-toi sur la chaise. Alors, je me dis, vire le cul, appuie-toi sur le dossier de la chaise. Je m'appuie sur le dossier de la chaise. Il me met un peu de quélaine dessus le cuir chevelu. Il prend le bistouri, il ouvre. Il me dit, tiens, voilà le morceau. C'est un morceau de balle. Il m'a dit qu'il a de la chance, il n'a pas traversé. Il est arrivé mort, quoi. Il a traversé le cuir chevelu, il s'est arrêté là. Seulement, j'avais la tête pleine de ça. J'avais la lèvre coupée, là, pour la lèvre. Les épaules, le genou aussi. Et l'oreille aussi. L'épaule, faut couper. Les balles passaient près, hein. Il y a des blessés là et là. Bon, ça va. Quel véhicule vous aviez, lequel c'est? Un C6, un gazo, qui appartenait au directeur de l'école, qui était le beau-frère de M. Clément. Et quand on est arrivé en bas aux arcs, la première rafale, le gazo qui était sur le côté, et il a explosé, le pare-brise s'est tout parti, et voilà. Et à côté de moi, et d'ailleurs il vient toutes les années, Gaston Denis. Il vient son fils. Gaston Denis, il était à côté de moi, dans la camionnette devant. Et quand il a pu, on avait les Allemands dans les vignes de ce côté du village, on avait le prêt pour partir.
Elle a ouvert la porte, elle est sortie. La rafale de mitrailleuse, elle l'a coupé en deux. Son cul touchait mon ventre. Il n'y avait pas beaucoup de place, hein. Et j'ai rigolé. Et lui, il est tombé là, il est resté là. Et ceux qui sont morts, ils étaient derrière sur le plateau. Vous étiez devant. Ah mais non, mais les autres, quand ça a sauté, et ils ont sauté où ils pouvaient. Ils étaient sur le plateau. Ils étaient sur le plateau. Oui, sur les ils et sur les deux camionnettes, ils étades. Il y en avait deux. Il y en avait même sur les marchepieds. Ouais, marchepied, j'ai Sur le marchepied, il y avait que les deux responsables. Voilà. Un des premiers, disons. Non, mais que le docteur Comte, nous sommes passés, il m'a dit, tiens, viens avec moi, on s'est mis le brassard rouge, c'est-à-dire on n'a pas le FFI à ce moment-là, et on est passé par le ruisseau des Moulins. Enfin, on est sorti par là, et on est descendu, bien entendu, par le pont, il n'y avait pas d'autre passé sur le pont, et on est allé voir les trésors anglais, ce que c'était. Lorsque je suis descendu avec le docteur Comte, là, à ce point-là, là où il a la photo, on a vu malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. 2 ou 3 cadavres sur la route, là, avec les cuisses d'un un, ça m'est resté gravé, il avait des pointes dans les cuisses, tu vois, des pointes de baïonnettes, je suppose, hein, je ne suis pas allé regarder, et les autres étaient dans le pré, donc sur le dos, je me rappelle, il était sur le dos comme on s'arrête. Je me souviens que ma mère, je ne sais plus qui est-ce qui est venu les chercher, et ça c'est un souvenir macabre, mais c'est que c'est arrivé comme ça. Quand ils les ont ramassés, je ne sais plus qui c'est, ça doit être les filles, je ne sais pas, de zoo, j'en sais rien. Et il y en a un qui a laissé ça, la moitié de son crâne par terre, collé. Et je revois ma mère, après, avec un arrosoir en train de nettoyer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc ils avaient fait une stèle monument là-bas. Ensuite, une fois qu'ils sont morts, et cette stèle a été déplacée. Bon. Cette stèle, elle a été déplacée.